Bonjour, bienvenue au 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats associés par VK. Dans quelques minutes, on va parler de l'égalité femmes-hommes dans la fonction publique après la loi du 19 juillet 2023. Mais tout de suite, les brefs de la semaine. Les syndicats représentatifs ont refusé de siéger en Conseil supérieur de la fonction publique territoriale à propos du projet de décret sur la prime exceptionnelle que les employeurs publics peuvent verser aux agents. Et il y a la CA de Bordeaux qui, le 18 septembre, nous a dit que non. Le temps passé en contrat-emploi à venir n'est pas à prendre en compte dans le calcul des 6 ans requis pour une CDIsation pour un contractuel de droit public. En matière d'eau, grosse actualité, puisqu'il semblerait qu'on continue à remettre en chantier la proposition de loi sénatoriale, RDSE, sur l'eau. Donc en clair, on continue à faire des ronds dans l'eau, à tourner, puisqu'il s'agit de remettre en chantier l'éventualité que finalement, en 2026, on n'intercommunaliserait pas les services des eaux et de l'assainissement en communauté de communes. Soyons clairs. La nouveauté, c'est pas que la proposition de loi existe. Elle a été étudiée au Sénat, adoptée au Sénat, contre l'avis du gouvernement, sauf sur certains aspects, et insérée par le groupe Lyotte à l'Assemblée nationale dans une journée qui était leur niche parlementaire. Débats parlementaires qui ont duré au-delà de minuit. À minuit, paf, fin de la niche Lyotte, fin du texte. Bon, alors qu'est-ce qui change ? Ce qui change, c'est que le gouvernement lâche du lest et accepte que on trouve d'autres créneaux pour la reprise de ce débat parlementaire. Donc le gouvernement n'a pas dit qu'il allait accepter le report de cette échéance de 2026, voire sa suppression de cette échéance. La position officielle du gouvernement, c'est « Ok, on va reprendre ce texte et accepter de donner des souplesses sur les autres sujets qui, eux, sont consensuels. Convention avec les départements, syndicats même postérieurs à 2019 entre communautés, conditions et assouplissement des conditions de mutualisation de conventions avec les communes ou les syndicats. Très bien. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que le gouvernement a besoin du Sénat sur un certain nombre de textes. Donc cette échéance de 2026, probablement pas avec un report, probablement avec quelques exceptions nouvelles en zone de montagne ou des choses comme ça, pourrait être de nouveau des arguments de souplesse dans les discussions vis-à-vis du Sénat en échange d'autres soutiens sur d'autres textes. À suivre donc, d'ici là, on continue à faire des ronds dans l'eau puisque mine de rien quand même, ça fait un nombre de textes incroyable que l'on accumule pour aménager cette intercommunalisation de l'eau. Et un guide très bien fait par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a été fait sur les fameux PTGE, donc les projets de territoire pour la gestion de l'eau, confèrent aussi les ordonnances et décrets récents du printemps dernier sur ce point, on en avait parlé ensemble. Autre grande nouvelle, mais cette fois-ci jurisprudentielle, le Conseil d'État le 18 septembre nous a dit si c'est bon. On peut bien, dans le calcul de la TOM, vous savez que la TOM ne peut pas être manifestement excédentaire, donc l'excédent ne peut pas être manifestement excessif, plus précisément, et il y a eu plein de jurisprudence, on en a souvent parlé, voir mes vidéos, mes articles là-dessus, etc. Mais il restait un sujet tendu, quelques sujets tendus, dont un qui est: est-ce que je peux prendre les poubelles de rue ou autres dépenses de propreté urbaine dans ce calcul de la TOM ? En tout cas, pour les poubelles de rue et tout ce qui est déchets sur la rue, la réponse est oui. Il y a quelques débats sur les détails néanmoins. Conseil d'État 18 septembre. Et puis, sinon, un gros volet aussi sur la sécurité, avec une adaptation aux nouveaux modes de communication des règlements de sécurité dans les ERP. Il était un peu temps, puisque les anciens systèmes ne prenaient pas en compte le démantèlement du réseau cuivre, les mobiles, etc. Un décret sur l'information préventive exercée par les maires et l'État en matière de risques majeurs. Donc là, je vous ai mis quelques détails, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et puis. Cela fait maintenant 20 ans que l'on a la loi qui avait été adoptée à la suite de l'accident d'AZF à Toulouse. Et les communes et les intercommunalités concernées, réunies dans une association qui s'appelle Amaris, ont fait un point sur les plans de prévention des risques technologiques, avec un petit satisfecit et pas mal de critiques, mais aussi beaucoup de propositions. Voici ici les références. En matière de commande publique, ça fait quand même pas mal d'années que l'on attend de savoir ce que sera cette fameuse plateforme de publicité unique en matière de commande publique. Depuis 2018, on attend.
le gouvernement vient de faire savoir que ça sera bien quelque chose de supplémentaire, que ce projet de plateforme sera donc une souplesse supplémentaire et non pas une contrainte supplémentaire. Ce qui est dit est un peu plus précis que ceci, n'hésitez pas là aussi à mettre sur pause. On a eu 5 annonces importantes sur le financement du patrimoine religieux pour les communes de moins de 10 000 habitants dans l'Hexagone et moins de 20 000 outre-mer, avec toute une série de dispositifs. Tout le monde a retenu qu'il y avait une collecte nationale, comme ce qui avait été fait pour Notre-Dame de Paris, mais il y a d'autres choses aussi. Je vous ai mis là aussi des détails. Ruralité toujours, avec l'instruction interministérielle qui était très attendue sur comment on va mettre en œuvre le programme Village d'avenir, donc plan de France Ruralité, renfort en ingénierie, etc. Et puis a été annoncée l'extension dans le projet de loi de finances, souvent demandé et très attendu, du FCTVA pour les dépenses d'aménagement de terrain. Et puis réforme aussi des modalités de demande de DETR et de DSIL pour 2024. Et puis, ce dimanche, il y a eu les sénatoriales. Et sur ce point, on se retrouve mardi ou mercredi prochain avec un grand spécialiste de ces questions-là pour décrypter ce qui s'est passé. Donc un numéro un peu spécial de nos 10 minutes juridiques. Et puis les mini-brèves que voici. Passons à notre grand dossier, femmes et hommes dans la fonction publique. État des lieux après la loi du 19 juillet 2023. Car en effet, cet été a été publiée la loi 2023-623 du 19 juillet 2023 qui vise à renforcer l'accès aux femmes aux responsabilités dans la fonction publique. Ceci complète un dispositif législatif et réglementaire qui commence à avoir sa petite part de complexité et qui aboutit à des résultats qui sont encore à parfaire sur le terrain. Profitons de la sortie de ce texte pour analyser cette loi, mais aussi l'état du droit en ce domaine. Et pour ça, j'ai demandé à Guillaume Glénard, mon associé, et à Laurent Kranz, pré-associé chez nous, de nous aider, de nous éclairer. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bien, première question, quelles sont les sources juridiques applicables en la matière ? Eh bien, donc, les sources juridiques du principe d'égalité entre les femmes et les hommes, ou qu'on appelle aussi un principe de non-discrimination fondé sur le sexe de l'agent, se retrouvent à plusieurs niveaux. On a évidemment un niveau constitutionnel avec ce principe qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que dans le préambule de la Constitution de 1946. On le retrouve également dans la Convention européenne des droits de l'homme et en droit interne, il est inscrit dans le code pénal et maintenant il est codifié dans le code général de la fonction publique à différents niveaux. L'article L131.2 qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe et l'article L131.3 qui prévoit qu'aucun agent ne doit subir d'agissements sexistes, donc d'agissements liés au sexe d'une personne, qui ont pour effet ou pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, nous dit le texte. En conséquence, on ne doit pas faire de discrimination fondée sur le sexe. Maintenant, d'un point de vue plus concret, que retenir de l'application de ce principe au stade du recrutement ? Donc, le principe veut qu'il n'y a aucune discrimination à l'embauche en raison du sexe. Évidemment, comme tout principe, il y a des exceptions, notamment lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions. La liste des emplois concernés est supposée être fixée par décret. Mais pour l'instant, il n'y a eu aucun décret, donc il n'y a aucun corps ou cadre d'emploi concerné. Alors on a imposé des mesures qui visent à favoriser l'égal accès des hommes et des femmes aux concours et aux offres d'emploi. Il y en a 3 principales. La première, c'est que les emplois ou les grades à pourvoir doivent comporter systématiquement l'appellation masculine et féminine, ou bien être suivi de la mention femmes et hommes. La deuxième, c'est que les jurys et instances de sélection de recrutement doivent être composés de manière à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Et la troisième mesure qui vise à favoriser l'égal accès, toujours en lien avec les jurys et les instances de sélection de recrutement des fonctionnaires, veut que la présidence de ces jurys doit être effectuée de manière alternée par un président de chaque sexe. Et c'est là que les choses changent avec la nouvelle loi du 19 juillet 2023, en matière notamment de nomination équilibrée, c'est ça ?
En effet, sur les nominations équilibrées, ou encore ce qu'on appelle de manière un peu erronée le principe de parité, on se souvient que la loi Sauvadet a introduit dans le droit de la fonction publique des obligations pour les administrations de procéder à des nominations équilibrées entre les femmes et les hommes dans les emplois supérieurs et de direction de la fonction publique, et ceux des trois versants de la fonction publique, et ceux dans les emplois concernés. La loi du 19 juillet 2023 est intervenue pour renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique. Et elle modifie, dans un sens plus paritaire, les dispositions du Code général de la fonction publique, à savoir les articles L132-5 et suivants. Et 4 évolutions sont à noter. Et que prévoit cette même loi pour les primo-nominations ? Alors sur les primo-nominations, la modification touche le taux de primo-nomination des femmes aux emplois supérieurs et de direction. Ce taux passe de 40% à 50%. C'est donc une parfaite parité qui est désormais exigée à compter du 1er janvier 2026 et dans la fonction publique à compter du prochain renouvellement des organes délibérants. En revanche, les quotas par sexe continue comme jusqu'alors à ne pas s'appliquer au renouvellement dans un même emploi ou à une nomination dans un même type d'emploi ou un même type de fonction. Cela veut dire que si on regarde le taux d'occupation des femmes et des hommes par emploi, on n'a pas forcément une parité. Enfin, il est important de relever que des pénalités financières en cas de non-respect de ces obligations sont maintenues, comme par le passé, sans que désormais aucune dérogation ne soit possible, puisque l'article 132-9 du CGFP prévoyait des dérogations possibles et cet article a été abrogé. Et que prévoit-elle pour ce qui concerne les emplois supérieurs ou de direction ? Alors, à compter du 1er janvier 2027, le taux de personnes de même sexe parmi les personnes occupées en emploi supérieur ou de direction ne pourra être inférieur à 40%. En cas de non-respect de ces obligations, des sanctions sont prévues. L'employeur indélicat disposera d'un délai de 3 ans pour se mettre en conformité, tout en publiant tous les ans, dans ce délai de 3 ans, tous les ans, les mesures de correction mises en œuvre. À l'expiration de ce délai de 3 ans, si les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants, c'est-à-dire si les taux sont toujours inférieurs à celui fixé par le Code général de la fonction publique, l'employeur se verra appliquer une pénalité financière dont le montant ne peut excéder 1% de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels, ce qui en pourcentage semble faible, mais rapporté à un volume important, cela peut conduire à des montants assez importants. Ce montant est fixé en tenant compte de 3 éléments. De la situation initiale de la collectivité, s'agissant de la représentation des femmes et des hommes dans l'administration concernée, des efforts constatés en la matière, c'est-à-dire durant les 3 ans, est-ce que l'administration a fait des efforts ? Et enfin, le 3e élément, ce sont les motifs du non-respect du taux fixé. En fonction de ces 3 éléments, eh bien, le montant de la pénalité pourra être déterminé. Et toutes les personnes morales de droit public sont-elles concernées ? Toutes les administrations sont concernées, il n'y a pas d'exclusive sur ce point. Et qui fixe ces pénalités ? C'est l'État, et plus particulièrement pour les collectivités locales, ce sont les préfectures qui fixent les pénalités, bien évidemment. La collectivité qui se voit infliger une sanction peut contester celle-ci devant le tribunal administratif. Reste aussi la question des écarts de rémunération. En effet, c'est le 3e point de cette loi de 2023. Afin de lutter contre les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, le nouvel article 132-9-3 du Code général de la fonction publique dispose que lorsque les employeurs publics gèrent au moins 50 agents, ils doivent publier chaque année sur leur site internet les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
ainsi que les actions qui sont mises en œuvre pour les supprimer. Ces indicateurs sont par la suite rendus publics sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, ce qui signifie que tout à chacun pourra consulter les 10 indicateurs. En outre, ces indicateurs sont présentés chaque année à l'Assemblée délibérante des collectivités territoriales et des établissements publics concernés. En cas de non-respect de cette obligation, là encore, une contribution est due. Ces dispositions s'appliquent dans la fonction publique de l'État au plus tard le 31 décembre 2023 et pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière au plus tard le 30 septembre 2024. On le voit, la publication d'informations en ligne est un élément que l'on retrouve sur divers aspects de ce régime. Est-ce que la loi du 19 juillet 2023 l'impose dans d'autres aspects Qu'en est-il? C'est cela. Désormais s'applique aux collectivités et établissements publics de coopération intercommunale de 40 000 habitants et non plus de 80 000 comme jusqu'alors, l'obligation de publier chaque année sur leur site internet la somme des 10 rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, et ce en précisant le nombre de femmes et d'hommes figurant parmi ces 10 rémunérations les plus élevées. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant d'associés pour VK. Pour ça, vous abonner. Merci, au revoir.